pour ce webinaire dédié à l'illettrisme et l'électronisme, voilà, qu'on va mener jusqu'à de 10h30 à midi. En votre compagnie, je suis Laurine Brun. Je suis chargée de mission à Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine et j'anime du coup ce webinaire avec Maëlle qui travaille chez Ubiquop. Donc avant de commencer, on voulait quand même vous présenter nos structures, les structures organisatrices de ce webinaire. Donc PQNA, Pays Quartier Nouvelle-Aquitaine, c'est le centre de ressources sur le développement territorial au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine. On est un GIP, un groupement d'intérêt public financé par l'État et la région. Et notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités, élus et agents à déployer leurs projets au sein de leur territoire et à déployer les politiques publiques. Voilà, donc on a plusieurs thématiques. On travaille sur la revitalisation de centres-bourgs, l'emploi, la politique de la ville, les projets alimentaires de territoire, les transitions. Et du coup, depuis 2021, on travaille sur l'inclusion numérique en partenariat avec Ubiquop. Et notre rôle, du coup, c'est de repérer les expériences qui sont inspirantes dans les territoires et de vous les partager, de structurer un réseau de professionnels de l'inclusion numérique en Nouvelle-Aquitaine et de vous proposer du coup des formats qui peuvent vous permettre de monter en compétences ou de vous inspirer. En tout cas, d'être mis en réseau ensemble. Et voilà, de proposer différents formats, des fiches outils, des articles. Et comme aujourd'hui, des temps un peu d'interaction où on vous propose à la fois des webinaires, des groupes de travail ou encore des rencontres régionales. Voilà. Et tout ça donc en partenariat avec Ubiquop. Et je vais laisser tout de suite la parole à Maëlle pour présenter Ubiquop. Merci. Alors du coup, enchantée. Moi, je m'appelle Maëlle. Je suis chargée d'animation territoriale au sein du BICOP. Et j'ai un de mes collègues qui fait aussi partie de la visio et qui nous aide à animer, qui est Vincent. Alors du coup, Ubicop, en fait, on est un hub territorial pour un numérique inclusif. Donc nous sommes le hub, nous sommes en fait une tête de réseau au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine et on a des homologues en fait partout en France. Et du coup, on agit, nous, sur trois pôles. Donc, on a le pôle animation territoriale. Donc, on est là vraiment pour renforcer en fait les liens entre les acteurs et l'écosystème en fait d'inclusion numérique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine et animer en fait tous les types de réseaux qu'il peut y avoir, les coordinateurs, les conseillers numériques et tous les professionnels qui gravitent autour de cet écosystème. On a aussi un pôle de formation professionnelle pour favoriser en fait la montée en compétences des professionnels. Et on a aussi une partie accompagnement de projet ingénierie territoriale pour faciliter en fait le déploiement des projets d'inclusion numérique sur tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Et notre collègue Vincent, lui, est sur le pôle communication. Donc voilà, on est une SKIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Et nous sommes cinq dans l'équipe et nous sommes là pour faire parler de l'inclusion numérique au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Voilà. Merci Maëlle. Donc, ah, pardon, vas-y. J'allais tout de suite enchaîner sur le programme du jour, ce qui nous attend Parfait. ce matin. Donc, comme vous le voyez à l'écran normalement, donc on va parler illettrisme et électronisme et surtout savoir de quoi on parle, de définir ensemble ce que c'est, d'avoir quelques chiffres clés, quelques éléments à vous partager là-dessus, notamment en faisant focus sur la Nouvelle-Aquitaine puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est un webinaire vraiment participatif, donc n'hésitez pas à prendre la parole, à poser toutes vos questions, vos demandes de précision lorsqu'on vous présentera ces éléments. Et ensuite, on terminera par des retours d'expérience d'une association, je vous en dirai plus tout de suite, qui pourra vous partager du coup un accompagnement qui a eu lieu et du coup des résultats qui s'en est suivi. Voilà ce qui nous attend pendant 1h30. Avant de commencer, vous présenter du coup nos intervenants du jour, sans qui ce webinaire n'aurait pas pu avoir lieu. Du coup, on va accueillir tout de suite Célia. Alors, j'espère que j'exprime bien son nom. Célia Coquille-Téléchéa. N'hésitez pas à me corriger si besoin, qui est C'est parfait. coordinatrice régionale de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme et qui du coup va vous présenter tous ces éléments clés et se focus notamment sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ensuite, côté retour d'expérience, nous accueillerons Sonia Germain-Rudel qui est responsable des projets à l'association Le Roseau et notamment nous aurons le plaisir aussi d'accueillir Catherine Delmas qui est ambassadrice du maillon Gironde de la chaîne des savoirs. Bonjour à tous, merci
d'être nombreux pour ce webinaire. Alors, je vais essayer effectivement donc de partager ma petite présentation pour vous parler de l'illettrisme, du lien entre illettrisme et électronisme pendant les 25 minutes à peu près qui suivent. Alors, aujourd'hui, voilà un peu le programme moi, de la partie de la présentation que je vais vous faire sur les liens notamment entre illettrisme et électronisme et la manière dont on lutte contre tout ça en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà un peu comment ça va s'organiser. Un petit mot d'abord sur pourquoi aujourd'hui on a décidé de vous réunir. Ensuite, pour en savoir plus sur l'illettrisme, quelques questions simple pour découvrir le sujet. On essayera de creuser de qui parle-t-on réellement quand on cible les personnes en situation d'illettrisme, de quoi parle-t-on, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de l'illettrisme sur la vie de ces personnes-là, et puis ensuite comment agit-on. Donc on essaiera, sans rentrer dans le détail, voilà, de jeter un coup d'œil aux acteurs, aux dispositifs, aux démarches qu'on peut entreprendre pour lutter contre l'illettrisme. Alors, pourquoi cette sensibilisation? C'est simplement pour poser un peu le contexte, même si vous avez dû le voir dans l'invitation du BICOP et de PQNA. Ce webinaire aujourd'hui, il s'inscrit dans les Journées nationales d'action contre l'illettrisme. C'est cette année leur 10e édition, donc c'est chaque année une semaine qui est consacrée à faire parler l'illettrisme. On choisit un mot d'ordre et donc pour les 10 ans, on a essayé de revenir à l'essentiel. Par le passé, on a fait des focus thématiques et notamment un autour de la question de l'illettrisme et de l'électronisme il y a quelques années. Cette année, on revient à la base de l'idée des JNAI, c'est-à-dire faire parler de ce sujet-là. Et donc, le mot d'ordre de l'année, c'est illettrisme, en parler pour avancer, avec l'objectif d'avoir effectivement une communication plus importante, que les médias s'emparent de la question, à la fois en fait pour que ce sujet existe, qu'il soit moins tabou, qu'on puisse en parler, arriver à savoir de quoi on parle, et faire en sorte que les personnes concernées ou celles qui auraient des personnes en situation d'illettrisme dans leur entourage puissent se reconnaître, et puis aussi que les acteurs qui agissent au quotidien contre l'illettrisme, que ce soit dans la prévention ou, voilà, ou dans la lutte active contre l'illettrisme, puissent se faire connaître aussi pour qu'on connaisse les solutions en proximité sur son territoire. Voilà un peu les objectifs de ces journées-là. Et cette année en Nouvelle-Aquitaine, c'est assez important parce qu'on a plus de 100 manifestations, là où on en avait 50 l'année dernière. Donc, on est ravis de voir que c'est un sujet qui se fait de plus en plus connaître. La satisfaction d'avoir un nombre qui augmente chaque année, c'est de se dire qu'en fait, on va de plus en plus parler illettrisme et des personnes supplémentaires pourront être aidées. Et puis, il y a la qualité du programme qui nous satisfait aussi parce qu'on a de plus en plus d'acteurs différents qui participent et puis on a des manières d'aborder le sujet très, très différentes. Donc voilà, le site des Journées nationales vous permettra aussi d'aller voir si vous voulez participer à d'autres événements pour en savoir plus sur l'illettrisme. Donc, je remercie Ubicoop et PQNA de s'être inscrit dans cette dynamique-là en faisant parler d'illettrisme sur cette semaine-là. Et pour rentrer dans le vif du sujet, on va du coup commencer à voir de qui on parle, combien de personnes ça concerne, est-ce qu'il y a des profils un peu types qu'on peut dessiner. Et du coup, pour ça, je commence par la base, la définition. Vraiment, le périmètre de l'illettrisme, il est souvent à éclaircir pour pas qu'il y ait de confusion avec d'autres problématiques. Donc, pour nous, l'illettrisme, c'est vraiment le cas de personnes qui ont été scolarisées en France et qui n'ont pas acquis les compétences de base, donc lecture, écriture, calcul, mais aussi d'autres compétences de base auxquelles on pense moins, comme le repérage, par exemple, dans l'espace et dans le temps. Ces compétences-là, soit elles ne les ont pas suffisamment acquis, soit elles les ont perdues. Et le résultat, c'est qu'elles ne sont pas autonomes dans les situations simples de la vie courante. Voilà, donc ça, c'est la définition de l'illettrisme. Et cette définition-là, elle correspond à la situation d'environ 7% de la population entre 18 et 65 ans sur la dernière étude qu'on a menée, ce qui représentait 2,5 millions de personnes en France concernées.
Donc, ce chiffre-là, il date un peu, vous le voyez sur l'écran, 2012, mais on est en train de mener une nouvelle étude avec l'INSEE. Donc, en 2024, début 2024, on aura les premiers résultats et on pourra voir quelle est la trajectoire du taux d'illettrisme en France. C'est difficile, effectivement, d'avoir des études qui permettent de dresser un profil type, mais on a quand même extrait quelques données qui nous paraissaient significatives et qu'on essaye de rendre un peu plus éclairante et de mettre en lien avec d'autres données dans un atlas annuel. Donc, je vous ai mis le lien que vous pourrez consulter plus tard si vous le souhaitez. Et quelques chiffres clés que j'ai souhaité remettre là. Alors, le fait que ça concerne à 60%, à plus de 60% des hommes. Et puis surtout, le chiffre qui étonne le plus souvent, c'est le fait que 51% des personnes en situation d'illettrisme occupent un emploi. Voilà, donc ça, c'est vraiment un chiffre, un enseignement essentiel pour nous parce que ça veut dire que en fait, le type d'acteur qui est concerné, qui est susceptible aussi de repérer et d'aider ces personnes-là, il est assez large. C'est à la fois tous ceux qui accompagnent les personnes éloignées de l'emploi, mais aussi les entreprises. Et puis, il y a des types de publics chez qui cette problématique de l'illettrisme est plus présente. Donc, on considère que 10% des demandeurs d'emploi pourraient être confrontés à l'illettrisme et ça va jusqu'à 20% pour les allocataires de minima sociaux. D'autres données un petit peu éclairantes et notamment parce que ce webinaire est aussi organisé aujourd'hui par PQNA, c'est que les territoires auxquels s'intéresse PQNA plus particulièrement sont aussi ceux chez qui nous, on va avoir une attention particulière parce que les personnes en situation d'illettrisme, ils sont présentes. Il y a les quartiers politiques de la ville où le taux d'illettrisme passe de 7 à 14%. Et puis, il y a les zones rurales, puisque les personnes en situation d'illettrisme, ils sont particulièrement représentés, mais en plus, on a du mal à les toucher sur ces territoires-là. Alors, on pourra en rediscuter si vous avez des questions là-dessus ensuite, mais on n'a pas de données régionales ou départementales à ce stade pour le taux d'illettrisme. Ce qui nous sert un petit peu d'aiguillage, de comparaison, c'est les chiffres de la journée défense et citoyenneté. Alors, ils sont pas parfaits pour nous parce que, je le disais, normalement, la situation d'illettrisme, dans sa définition, elle commence quand on a terminé sa scolarité. Donc là, on est dans une tranche d'âge un peu plus jeune pour les journées défense et citoyenneté. Et puis, ces tests-là, ils évaluent surtout la lecture, alors qu'on a d'autres compétences de base dont j'ai parlé tout à l'heure. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir quelle est la tendance d'évolution et puis quelles sont éventuellement les différences entre les départements, surtout dans des grosses régions comme la Nouvelle-Aquitaine. Pour ceux qui seraient intéressés, je pourrais vous partager les données, mais simplement pour vous donner une petite idée des disparités qu'on peut trouver sur le territoire, je vous ai mis quelques données issues des dernières publications de l'Éducation nationale sur ces journées défense et citoyenneté. En faisant une distinction importante, les journées défense et citoyenneté, elles mettent en lumière les difficultés de lecture des jeunes qui passent les tests, avec 4 profils. Et sur ces 4 profils-là, les 2 qui sont les plus en difficulté, on considère qu'ils ont des situations qui peuvent être assimilées à l'illettrisme, ou en tout cas qu'ils risquent de tomber dans des situations d'illettrisme. Donc, les difficultés de lecture, donc définition plus large et qui ne concerne pas que des jeunes en situation d'illettrisme, on a quand même, sur les derniers chiffres qui sont sortis, au niveau national, plus de 11% des jeunes testés qui ont des difficultés de lecture. Donc voilà, je vous ai mis quelques données départementales aussi. Et puis, sur les profils illettrisme, là, on n'a pas encore les chiffres pour 2022, mais on peut avoir quelques données que je vous ai aussi mises sur cette diapo. Et voilà, si vous êtes plus intéressé pour savoir pour votre département en particulier quels chiffres sont à retenir et quelles sont les données à connaître, je pourrais évidemment vous les transmettre. Voilà, le dernier focus que je voulais faire sur ces chiffres-là, on a encore plein d'autres manières d'aborder les profils des personnes en situation d'illettrisme, mais c'était de faire le lien effectivement entre illettrisme et électronisme parce que c'est l'objet du webinaire aujourd'hui. Alors,
On a vu tout à l'heure, voilà, tous vos mots-clés qui tournaient effectivement autour des difficultés. J'ai vu des difficultés d'accès au numérique, des difficultés d'usage. Voilà, donc effectivement, c'est tout ce qui concerne l'électronisme. Nous, forcément, en tant qu'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, on l'aborde avec un certain prisme, celui de l'illettrisme. Et donc, pour nous, l'illettrisme numérique ou ce qu'on appelle l'électronisme, c'est la situation d'une personne qui ne maîtrise pas suffisamment. Alors, on a moins cette situation de n'a pas acquis ou a perdu, mais on a ce même critère d'autonomie. Voilà, elle ne maîtrise pas les usages des outils numériques usuels de la vie de tous les jours pour accéder aux informations et puis savoir les traiter et agir en autonomie dans la vie courante. Voilà, c'est vraiment ce même critère de l'autonomie qui fait le parallèle entre les deux situations. Alors, l'électronisme, tel que vous avez commencé à le définir tout à l'heure, il peut avoir différentes causes, différentes sources. Il y a effectivement des gens juste qui sont éloignés des infrastructures, du matériel, etc. Et puis, il y a des personnes chez qui c'est l'absence de maîtrise des compétences de base qui va les empêcher d'être aussi autonomes sur le numérique. Donc, il y a un lien évident entre illettrisme et électronisme. Toutes les personnes qui sont en situation d'illettrisme, même si elles connaissent les outils, ont une barrière pour les maîtriser parce qu'elles ne savent pas lire, écrire de manière suffisamment importante pour être autonome. Donc voilà, je vous ai mis quelques chiffres là. Il y en a d'autres dans l'atlas, le dernier atlas qu'on a fait qui faisait justement un focus sur illettrisme et électronisme, mais qui montre que la non-maîtrise de ces compétences de base-là, c'est un frein énorme pour accéder au numérique et que ce frein-là, il existe aussi, et ça c'est peut-être une idée qui est moins évidente au premier abord chez les plus jeunes. Donc, par exemple, 36% des 18-24 ans ont évoqué une difficulté avec les compétences de base en disant que ça a impacté en fait leur capacité à utiliser correctement les outils numériques. Voilà. Pour ensuite maintenant qu'on a un peu mieux défini voilà, les problématiques précises auxquelles on va s'intéresser, donc je redis en fait pour être sûr qu'on parle tous de la même chose que ce qui est important à ce stade de repréciser, c'est que voilà, l'illettrisme, du coup, il n'est pas à confondre, et c'est aussi des publics que vous pouvez rencontrer, avec les situations de français langue étrangère, où là, on a des étrangers qui arrivent sur notre territoire et qui ont besoin d'apprendre le français. On fait bien la distinction parce que pour nous, ce n'est pas du tout les mêmes ressorts personnels et les mêmes ressorts d'apprentissage, et on va voir pourquoi. Alors voilà, ça c'est juste une petite diapo pour que vous puissiez deux manières d'essayer un peu, même si c'est pas parfait et c'est pas exactement ce qui se passe dans la réalité, mais de pouvoir un peu toucher du doigt les situations, ce que vivent des personnes en situation d'illettrisme. Donc sur la gauche, je vous ai mis un petit texte avec des difficultés de lecture pour des personnes qui ne maîtriseraient pas complètement la lecture, des situations de dyslexie, par exemple, qui ont mené à l'illettrisme. Voilà, donc vous mettre dans la peau d'une personne en situation d'illettrisme. Et puis sur la droite de l'écran, c'est une affiche qu'on avait faite il y a quelques années à l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme pour montrer qu'en fait, ces personnes-là, le fait que on ne puisse comprendre que l'image nous enlève une partie du sens et de la compréhension de ce qui nous entoure. Voilà, donc je laisse juste quelques secondes pour que tous puissent regarder ces deux petits visuels et voilà, se mettre un peu dans la peau de ce que provoque l'illettrisme au quotidien. J'ai essayé là, c'est pas exhaustif encore une fois, mais de vous lister quelques difficultés concrètes des personnes en situation d'illettrisme. Je vous ai mis à côté l'affiche d'un film qui les décrit très bien, mais on a eu ces dernières années plusieurs films qui s'y sont intéressés. Et voilà, on a plein de ciné-débats cette semaine
pour en parler, chacun aborde le sujet d'une manière différente dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle, mais à chaque fois, ça parcourt un petit peu toutes ces difficultés. Donc très concrètement, dans son quotidien, ça veut dire qu'il est difficile de circuler seul, de se repérer, de faire ses courses, de calculer les prix, etc., de se soigner, lire juste une notice d'utilisation de médicaments, de se repérer dans les transports, ou même, et ça on y pense moins quand on pense lecture, écriture, mais je le disais tout à l'heure, c'est aussi le repérage dans l'espace et dans le temps, donc juste arriver à l'heure à un rendez-vous. Voilà. Et puis, ça a aussi des répercussions dans la vie professionnelle, et donc qui peut mener à des situations, pour le coup, très graves aussi, parce que voilà, lire une consigne de travail ou de sécurité, c'est compliqué, voire impossible pour ces personnes-là. Donc, ce qui veut dire que une machine qui change et pour laquelle on donne juste la nouvelle fiche d'utilisation, eh ben, ça peut être des accidents de travail derrière parce qu'on n'a pas su se mettre en sécurité. C'est la difficulté aussi de lire des plannings, des horaires de travail, d'équipe, et puis de se former aux nouveaux outils. Et là, on refait le lien avec le numérique parce que voilà, dans toute la dynamique de digitalisation connue par les entreprises, et ben forcément, ces personnes-là sont en retrait, ont vraiment du mal à se former à des nouveaux outils. Alors, pour vous donner quelques clés, parce que c'était aussi l'idée aujourd'hui, d'en savoir plus sur l'illettrisme et puis de peut-être être demain en capacité de commencer à le repérer, en tout cas de se poser la question quand vous avez des publics en face qui pourraient être concernés dans vos activités autour du numérique. On a résumé là quelques mécanismes des personnes en situation d'illettrisme qui peuvent constituer des points d'alerte pour les acteurs qui les reçoivent. Donc, la distinction que je faisais tout à l'heure, que je rappelais entre les situations d'illettrisme et le français comme langue étrangère, elle est primordiale pour nous parce qu'en fait, un nouvel arrivant sur le territoire français a besoin d'apprendre la langue et il n'y a pas de tabou par rapport à ça. La situation d'une personne qui a été à l'école en France et qui est censée connaître l'écriture, le calcul, la lecture, elle est beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, elle est entourée d'un tabou, d'une honte et d'une dévalorisation de soi qu'il faut vraiment prendre en compte parce que la conséquence, c'est que ces gens-là essayent de se cacher de leur entourage personnel et professionnel. Donc parfois, il y a des situations d'illettrisme qui restent cachées de la famille, des amis, des collègues pendant des années. Parce qu'en fait, les personnes en situation d'illettrisme, elles arrivent à mettre en place des stratégies d'évitement et de contournement. Alors, on va donner des exemples un peu qui sont communs. Il y en a plein d'autres, mais la personne qui n'a jamais ses lunettes pour signer, qui n'a pas le bon stylo, qui préfère ramener le document chez soi pour le lire tranquillement et puis qui en fait va se faire aider par un proche, qui ne veut jamais aller en formation, qui veut absolument rien changer à son poste, qui délègue des tâches d'écriture à ses collègues. Bon voilà, ça c'est des stratégies. Mais ce qui est important de retenir aussi de ça, c'est que en fait, du coup, via ces stratégies, même si ça les rend difficiles à repérer, ça permet à ces personnes-là de développer des compétences compensatoires qui sont énormes et qui peuvent être valorisées ensuite dans leur parcours de formation. Et ça, c'est vraiment essentiel pour nous. Et puis, forcément, voilà, les contextes sont souvent ceux d'une multiplication des difficultés, notamment sociales. Donc, ces stratégies d'évitement, de contournement, elles vont créer des situations de dépendance et elles vont faire en sorte que, en fait, à tous les âges, on va accumuler les difficultés et dans toutes les dimensions de sa vie jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture. Voilà, donc, on a des situations, je disais, de dépendance, notamment aux conjoints, aux enfants, d'exclusion, d'accès aux droits, de surendettement. On avait fait l'exercice avec la Banque de France et la NLCI de superposer nos cartes un petit peu et en fait, on se rend compte que
les situations d'illettrisme sont présentes sur les mêmes territoires que les situations de surendettement. La domination aussi, où parfois on a chez les femmes notamment de vraies difficultés de couple parce que elles ont peur de ne pas y arriver si elles s'en vont. Voilà, donc c'est vraiment des difficultés qui se multiplient et qui sont présentes dans la parentalité aussi, dans tous les aspects de la vie des personnes en situation d'illettrisme. Alors, pour commencer à vous donner quelques pistes, parce que heureusement, même si ce problème est encore très présent, on a développé des solutions et des acteurs de territoire qui les portent pour agir contre l'illettrisme. Alors, il y a pas mal d'acteurs en Nouvelle-Aquitaine. On a la chance d'être dans une région qui est mobilisée sur le sujet. Donc, pour présenter très rapidement l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, comme PQNA, on a aussi un GIP qui date de 2000 et qui est dans lequel on a un vrai partenariat. Alors, c'est interministériel, il y a plusieurs ministères qui sont concernés, mais aussi des acteurs du monde du travail, par exemple, avec les opérateurs de compétences, de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Depuis quelques années, on a la tutelle du ministère du Travail, donc ça veut dire que même si on est toujours attentif à la prévention, on a quand même effectivement un virage, une politique de lutte contre l'illettrisme qui est très tournée vers la formation professionnelle. Il y a une équipe, un siège qui est à Lyon, et puis depuis 2022, on est au complet sur les territoires, puisqu'on est maintenant un représentant de l'agence dans chacune des régions outre-mer compris. Et puis nos missions principales, c'est la mesure de l'illettrisme, j'en parlais tout à l'heure avec l'étude de l'INSEE en cours par exemple, avec l'atlas qu'on propose aux acteurs. C'est le développement de l'action partenariale et le travail institutionnel que ça nécessite. Donc au niveau régional, d'arriver à coordonner tous les acteurs et puis à impliquer de nouveaux acteurs dans la lutte contre l'illettrisme. Et puis, c'est aussi l'outillage, l'accompagnement des acteurs qui luttent contre l'illettrisme. Le deuxième acteur qu'il est important de connaître quand on parle de lutte contre l'illettrisme sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, c'est le Centre ressources illettrisme analphabétisme, qui est régional et qui a quand même 3 antennes dans les anciennes régions. Donc vous pouvez avoir des relais du Centre ressources illettrisme à travers ces antennes et à travers tous les points de ressources pédagogiques qu'ils ont mis en place pour en savoir plus. Alors eux, ils s'occupent à la fois du français langue étrangère et de l'illettrisme. Et ils ont des missions d'information, sensibilisation, mais aussi, et c'est ce qui est important pour vous de savoir aujourd'hui, des ressources pour vous accompagner, de l'accompagnement en ingénierie si vous décidez de monter des projets sur ce sujet-là, et puis un programme de professionnalisation des acteurs qui est gratuit, qui est financé par la région. Et ça, c'est important de le savoir. Il y a des modules sur l'illettrisme précisément pour être capable d'en savoir plus, de le reconnaître, de se sentir suffisamment à l'aise pour en parler, pour communiquer avec les personnes concernées, et puis de savoir vers qui orienter derrière les personnes qu'on aurait repérées. Il y a ensuite les plateformes qui font de la sensibilisation, de l'accueil, de l'orientation, du suivi. Mais comme il y en a une tout à l'heure, j'en dis pas plus. J'imagine que Roseau parlera de ces missions. Alors, Voilà il y a une petite question dans le chat pour savoir où se trouve la NLCI à Bordeaux et est-ce que les contacts se font uniquement par le numérique? Alors, la NLCI, moi, on a un bureau qui est hébergé par la DRETS, voilà, donc à Bordeaux. Après, je me déplace sur toute la région, donc c'est aussi possible de faire des choses en présentiel. Et puis je vous laisserai aussi, on vous laissera les coordonnées, donc voilà, on peut aussi me contacter par mail bien évidemment, et on le fait aussi, on fait des sensibilisations comme aujourd'hui, voilà, en format numérique aussi. Pour terminer, vous donner une petite idée des outils auxquels vous pouvez faire appel, qui sont à votre disposition et qui sont gratuits. Je vous ai mis les quelques priorités sur le territoire et les outils qui peuvent y correspondre. Donc, on a des dispositifs, je ne vais pas rentrer en détail, mais juste les évoquer pour que vous sachiez que ça existe.
on a des dispositifs en Nouvelle-Aquitaine, proposés par la région notamment, de formation vraiment dédiée aux personnes en situation d'illettrisme. Donc, ça s'appelle la l'habilitation de service public socle. Voilà, c'est un dispositif régional qui a été pensé, modifié pour vraiment correspondre aux besoins de ces personnes en situation d'illettrisme. Donc, c'est par exemple leur permettre d'entrer et sortir du parcours de formation. Voilà, c'est ouvrir une permanence que quand il y a 3 personnes, donc aller vers de l'individualisation au maximum. Voilà. Donc, il y a plein d'organismes de formation sur le territoire qui sont choisis par la région pour proposer ce dispositif de formation qui est ouvert aux demandeurs d'emploi, aux salariés liés à eux, mais plus généralement aux salariés qui sont empêchés dans leur progression professionnelle par leur situation d'illettrisme. Il y a d'autres solutions aussi d'accompagnement, notamment par les associations qui commencent aussi avant de faire de la formation, par faire de la remobilisation. Donc, on a des solutions sur le territoire. Ce qui pêche aujourd'hui, c'est la phase amont. C'est comment on repère ces personnes-là et comment on arrive à les mener jusqu'à la formation. Et c'est là que tous les acteurs du numérique peuvent aussi avoir un rôle important, puisque ça fait partie des acteurs qui sont susceptibles de croiser ce public-là, de se dire, mais tiens, peut-être que ça, c'est en fait une situation d'illettrisme. Et l'idée, c'est que vous soyez suffisamment renseigné pour ensuite savoir vers qui vous tournez pour aider ces personnes-là. La deuxième priorité, c'est la mobilisation du monde du travail, à cause du chiffre d'emploi dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis arriver à identifier les priorités du territoire. Je ne vais pas vous parler là de toutes les solutions. L'idée, c'était simplement de vous préparer une présentation pour que vous puissiez ensuite aller voir s'il y a des choses que vous pensez plus utiles pour vous à creuser. Mais je vous ai mis les grandes familles d'outils qu'on propose. Il y a des outils de sensibilisation, donc de sensibilisation du grand public, et puis de sensibilisation des entreprises. Donc, les entreprises, pour les sensibiliser à la question, on a fait le choix de créer un petit test où, en fait, elles peuvent calculer leur risque de taux d'illettrisme selon les caractéristiques de leur entreprise. Et puis, derrière, ce que ça veut dire, ce que ça voudrait dire en coût caché pour elles. Qu'est-ce que ça coûte dans leur structure, ces potentielles situations d'illettrisme. La deuxième catégorie d'outils, c'est effectivement la professionnalisation du centre ressources dont je viens de vous parler. Et puis ensuite, on a des outils plus concrets. Alors, pour remobiliser, donc là, c'est pareil, dans le parcours de professionnalisation du CRIA, on a des modules spécifiques pour avoir la bonne posture. Mais si vous voulez un peu avoir déjà une idée des grandes lignes aussi de ce qui est important, je vous ai mis le guide de posture qui a été fait par la chaîne des savoirs, dont vous allez entendre parler tout à l'heure. Donc, c'est vraiment des personnes concernées qui ont créé un guide sur comment nous parler. Il y a des outils d'évaluation. Donc, ça, c'est important. C'est vous pensez être en face d'une personne en situation d'illettrisme. Comment faire pour arriver à positionner, à évaluer la situation de cette personne. Et donc là, on a un outil de positionnement qui s'appelle EVA, que je vais vous montrer juste après. Et puis, on a vraiment un outil d'évaluation plus poussé sur les situations d'illettrisme qui est EVACOB et qui, lui, est plutôt utilisé par les organismes de formation. Des outils aussi pour former. Donc, on a créé un site et un petit nuancier avec des QR codes. On a appelé les incontournables. C'est vraiment un parcours, un chemin, comment de A à Z, penser la formation des salariés en situation d'entreprise. Il peut être utilisé à la fois par des entreprises qui veulent mettre en place une offre de formation, par des organismes de formation qui veulent adapter leur méthode aux besoins des personnes en situation d'illettrisme et par les opérateurs de compétences. Une solution pour former qui s'appelle Duplex, qui mêle illettrisme et électronisme. Donc, je vais juste faire un petit focus pour terminer là-dessus. Et puis, un nouvel outil qu'on veut développer en Nouvelle-Aquitaine parce qu'il n'avait pas été développé sur sa première édition, qui s'appelle la coopérative des solutions. Et en fait, c'est la NLCI qui propose un acteur de territoire
qui a une question sur l'illettrisme, qui est une situation qu'il n'arrive pas à régler sur son territoire, de mettre à disposition toute une ingénierie de réflexion collective, en fait, pour arriver à prototyper une solution à la question que l'acteur n'arrivait pas à résoudre. On prototype une solution ensemble et puis derrière, on la teste. Donc voilà, si vous, sur vos territoires, vous êtes confrontés régulièrement à une même situation et que vous n'arrivez pas à la régler, à trouver des solutions, ça peut être un moyen de réfléchir collectivement avec la NLCI et puis avec les acteurs de territoire concernés autour de vous à une solution qu'on testera ensemble. Et le numéro vert, ça c'est quand même ce qu'on essaye de répéter là toute la semaine pendant les journées nationales d'action, pour que vous le connaissiez tous. Si vous avez la moindre question, le moindre besoin d'accompagnement sur les situations d'illettrisme, vous pouvez appeler le 0811 10 35. Il y aura une réponse partout sur le territoire et en Nouvelle-Aquitaine, il est géré par le centre ressources, donc vous tomberez directement sur eux et ils pourront vous aiguiller. Pour faire simplement, voilà, un petit focus sur deux des outils dont je viens vous parler, qui pourraient plus précisément vous intéresser, vous, acteurs notamment de la médiation numérique. C'est l'outil EVA, donc, qui avait été développé par une start-up d'État et puis qui a été intégré à l'offre de la NLCI dernièrement. Donc ça, c'est un service public numérique qui a été pensé vraiment pour être simple et ludique. Au départ, c'était pensé pour être utilisé auprès des jeunes, mais voilà, là, l'usage s'est diversifié, mais ça a été pensé voilà, comme sous forme de serious game, en fait, et ça permet de positionner les jeunes ou voilà, les apprenants de manière plus globale sur les compétences de base et les compétences transversales. Ce qui permet, dans la restitution des résultats, en fait, de valoriser les compétences qui existent déjà chez les personnes concernées. C'est vraiment le point de départ de cet outil, de dire, OK, justement, pour compenser leurs difficultés, ils ont développé des compétences et il faut qu'on arrive d'emblée à valoriser ces compétences en même temps qu'on identifie les lacunes. Et pour que ce soit concret, notamment quand c'est le cas de jeunes, on met en lien avec des idées de métier derrière dans lesquelles ils peuvent utiliser les compétences qu'on aura pu valoriser. Et puis, ça permet quand même, du coup, d'avoir un premier positionnement où on peut un peu objectiver une situation d'illettrisme et se dire que si ça y ressemble, il est peut-être utile, du coup, de se faire accompagner sur ce problème-là et de diriger vers les dispositifs de formation prévus. Voilà pour EVA. Et pour terminer, sur le dernier outil dans lequel on a essayé dernièrement justement de lier illettrisme et électronisme, c'est l'outil Duplex, donc qu'on commence tout juste à développer. L'idée, c'était effectivement de dire, en fait, les personnes en situation d'illettrisme, elles ont, pour elles, c'est une double peine. Il y a de toute façon leur difficulté à lire, écrire, compter dans la vie de tous les jours. Mais en plus, ces difficultés-là, du coup, elles les mettent aussi en situation d'électronisme, de fait, puisque utiliser le numérique, c'est lire en permanence. Donc, on est parti de cette idée-là pour dire, en fait, pourquoi penser la formation en 2 temps et pourquoi pas se dire qu'au contraire, on peut avoir une démarche intégratrice de toutes ces compétences, de base-là, qu'elles soient l'écriture, le calcul, la lecture ou le numérique. Et surtout en se disant qu'en fait, le numérique, ça peut être un levier à utiliser pour réactiver les compétences de base de manière détournée, en fait. Parce que notamment, chez les personnes en situation d'illettrisme, de toute façon, on a un parcours scolaire souvent compliqué, donc on a un blocage avec la formation, avec l'idée de revenir en formation. Et on s'est rendu compte que le numérique, ça pouvait être un levier utile pour faire rentrer ces personnes dans cette dynamique sans parler tout de suite de compétences de base. Donc voilà, on a essayé de mettre en place cette démarche-là commune aux compétences de base et aux compétences numériques. Et je vous ai mis, pareil, un petit QR code en fait, qui mène sur la fiche de présentation du site de la démarche Duplex sur le site de la NLCI.
Alors, ça commence à donner déjà quelques idées selon le type d'acteur qu'on est. Si on a un acteur institutionnel, comment mettre en place une démarche intégratrice, quelques ressources inspirantes et pratiques qu'on a valorisées. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'on a formé un vivier de formateurs sur le territoire à cette démarche-là, qu'ils ont créé ensemble voilà, des scénarios pédagogiques, des ressources pédagogiques sur lesquelles ils ont travaillé et continuent de travailler. Et que ce vivier-là de formateurs, du coup, l'idée, c'est qu'ils puissent aussi former eux derrière sur les territoires à cette démarche-là, mettre à disposition les ressources qui ont été pensées collectivement. Donc voilà, il y a une personne qui a été, pour l'instant, il n'y en a qu'une, mais il y a une personne qui a été formée en Nouvelle-Aquitaine à cette démarche duplex. Donc, on peut vous mettre en lien si vous êtes intéressé. Et puis, on en reparlera tout à l'heure, mais simplement vous dire que si ça vous intéresse, on parlera aussi de duplex au NEC à Bordeaux dans quelques semaines. Voilà pour moi, je suis ouverte à vos questions. Alors justement, il y avait une question. Est-ce que les collectivités ont réfléchi à des indications sonores facilement compréhensibles pour doubler les informations qui sont écrites? Par exemple, des affichages de trams ou autre. Alors, on a plusieurs réflexions, notamment aussi les collectivités, c'est aussi souvent, par exemple, les bibliothèques départementales, voilà, qui ont aussi pensé des choses avec le facile à lire. Donc, il y a des premières réflexions et la NLCI a participé aussi au travail, enfin, elle collabore sur tout ce qui est le facile à lire, à écrire. À ma connaissance, là, en Nouvelle-Aquitaine, actuellement, on n'a pas forcément des démarches comme ça, mais la complexité, c'est d'arriver à allier ce qui peut effectivement faciliter le quotidien des personnes en situation d'illettrisme, mais derrière, de lier ça, nous, on essaye de ne pas faire simplement de pas soutenir des solutions qui simplement facilitent sans mener ensuite à une manière de sortir de la situation d'illettrisme. Donc, si on travaille sur ces solutions-là, on peut le faire, mais il faut que derrière, il faut qu'il y ait aussi un travail des collectivités, puisque là, c'est ce que vous citez, pour arriver à proposer derrière des chemins vers la formation pour que ces personnes sortent des situations d'illettrisme. Et c'est souvent une question qu'on a aussi avec les conseillers numériques ou les maisons France Service, qui ont été beaucoup citées tout à l'heure. Nous, on commence vraiment à essayer de développer des sensibilisations auprès de ces acteurs-là, puisque je disais, ils sont susceptibles de repérer le public, de devoir faire à leur place parfois, mais on veut que ça aille plus loin et que derrière, on s'assure que ces personnes puissent être accompagnées vers la formation. Alors, on a un témoignage également. J'accompagne en rendez-vous individuel une personne malvoyante en situation d'électronisme. J'avoue être un peu perdue quand je le reçois en rendez-vous. Je n'ai pas les outils pour adapter ces outils numériques à sa situation de handicap. Ouais, là, on est sur un autre sujet. Le handicap, moi, je pourrais pas répondre sur ce qui est prévu pour les personnes en situation de handicap. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est dans les pistes aussi de se rapprocher de la GFIP, normalement, notamment pour essayer de démêler les situations de personnes qui sont à la fois en situation de handicap et d'illettrisme. Mais ça sort un peu là, pour le coup, de notre champ d'action. Et on a un autre témoignage. Les collectivités commencent à s'intéresser à ce sujet via les commissions communales et intercommunales d'accessibilité. Il y a un vrai sujet au sujet des collectivités. Je ne sais pas si vous voulez nous en dire un peu plus, Noéla Gaudry. Est-ce que c'est votre cas, par exemple, sur votre communauté de communes? Ou est-ce que vous en connaissez et vous pouvez nous en dire plus?
ou autres personnes dans la salle, enfin, dans la salle, entre guillemets. Si vous connaissez des collectivités qui mènent des projets ou qui sont plutôt force de proposition sur ces sujets-là, on est intéressé d'avoir vos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas à nous raconter ça. Moi, ce que je peux simplement peut-être ajouter là-dessus, c'est de dire qu'effectivement, nous, on travaille beaucoup avec la région Nouvelle-Aquitaine parce que c'est elle qui propose les dispositifs de formation, qui accompagne les acteurs. Elle avait notamment proposé un appel à projet pour accompagner les acteurs qui menaient, qui liaient illettrisme et électronisme. Donc voilà, ça peut être aussi une piste si certains sont intéressés d'aller voir ce qui avait été fait par ces porteurs de projets dans l'appel à projet de la région. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment d'arriver à coordonner et à faire travailler ensemble un maximum d'acteurs, dont les départements, parce que voilà, j'ai pas mal parlé de formation professionnelle, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à faire le lien entre la détection qui peut être faite dans l'accompagnement social par les départements, par les CCAS aussi au niveau communal ou intercommunal, et puis jusqu'à la formation. Et il y a déjà effectivement des collectivités qui se sont impliquées sur le sujet. Il y en a, je pense, dans les Landes, je sais Angoulême, là, Bergerac est en train aussi de travailler, notamment avec le Centre ressources illettrisme pour de trouver aussi des solutions, coordonner les acteurs. On a des collectifs, on a par exemple dans le sud Gironde qui se sont créés aussi. Donc il y a plein d'exemples territoriaux qui se sont mobilisés sur l'illettrisme. Et puis enfin, dire que effectivement l'intérêt aussi, c'est nous de nous faire remonter aussi tous les projets, de se faire connaître aussi pour qu'on puisse valoriser ce qui existe sur le territoire. Alors, je ne sais pas qui partage son écran, mais ce serait bien d'arrêter. Je ne sais pas comment. Voilà, merci. Ok, bah, s'il n'y a pas plus de questions, Maëlle, je peux te laisser la parole pour la suite. Ah oui, on a juste eu un retour de Noëlla, justement, par rapport à ta Ah question, qui oui, disait qu'au sein de sa commission intercommunale d'accessibilité, ils avaient un représentant de l'association LE, je ne sais pas si je le dis bien, acteur local en termes d'illettrisme et d'électronisme. Voilà. Oui, et du coup, Euh, ça, je précise qu'effectivement, si vous voulez savoir autour de vous quels sont les acteurs qui luttent contre l'illettrisme vraiment en proximité dans vos territoires, n'hésitez pas à joindre le Centre ressources illettrisme parce qu'ils ont la cartographie de ces acteurs-là et ils pourront vraiment vous mettre en lien au plus près de chez vous avec les acteurs qui agissent voilà, comme Clé là, qui a été donné en exemple. Donc, n'hésitez pas, notamment via le numéro vert, à les joindre. Ça pourra rendre les collaborations concrètes sur les territoires. Merci Célia pour la précision. Et du coup, maintenant, on va accueillir Sonia et Catherine pour justement un témoignage de leur part et du coup, qui font partie de la structure Le Roseau, qui est un centre social et aussi un espace de vie sociale, donc un EVS. Et donc, je vais leur donner la parole pour qu'elles puissent présenter l'association et leur projet justement sur cette thématique. Merci Maëlle. Bonjour à tous. Merci de nous inviter à ce webinaire. Donc Catherine Delmas, bonjour, présente, qui est la secrétaire du maillon Gironde de la chaîne des savoirs. Et moi je m'appelle Sonia Rudel, je suis coordinatrice des projets lutte contre l'illettrisme et inclusion numérique au Roseau. En fait, je travaille dans l'axe transmission des savoirs. Le Roseau est une association qui fait une structure d'animation de la vie sociale, en effet, qui lutte contre l'isolement et l'exclusion, et dans ce sens-là, et qui amène et qui va vers, dans toute difficulté, apporte des réponses et amène les gens vers l'autonomie.
Donc, le Roseau est aussi porteur d'une plateforme illettrisme depuis 2015, en partenariat bien sûr avec le CRIA, qui permet donc cette plateforme en fait, c'est une animation de réseau de repéreurs sur tout le bassin d'Arcachon et Val-de-L'Air, et où on rencontre voilà, toutes les communes, les CCAS, les élus, le Pôle emploi, enfin toutes les structures permettant de repérer les situations d'illettrisme. Donc ça, de 2015 à 2020, ça s'est fait de manière, enfin classiquement, classiquement, en sensibilisant et en formant avec le CRIA les repéreurs dans chaque structure, et ensuite ils orientent vers donc la plateforme, une fois repérée, qui elle accueille les personnes orientées, évalue individuellement les besoins, et ensuite oriente vers des réponses locales. Donc, soit en organisme de formation ou dans d'autres structures locales qui permettent d'apporter une réponse. Donc, nous, on a aussi, dans l'axe de transmission des savoirs, la réponse, puisqu'on a des ateliers de remise à niveau, on appelle ça, enfin, où on évalue vraiment les besoins des gens par des intérêts individuels pour aller vers les réapprentissages. On fait tout sauf refaire l'école, en fait. Voilà. En même temps, on a aussi des ateliers d'inclusion numérique. Nous, on travaille avec les bons clics, enfin, les ressources en ligne des bons clics, parce que vraiment, elles correspondent à une réponse adaptée et à une démarche d'autonomie aussi. Et en fait, on a testé, pour le dire comme ça, j'ai testé auprès j'ai pris des cobayes, des personnes en situation d'illettrisme, pour les amener à utiliser l'ordinateur et les outils d'apprentissage. Et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, Catherine en a fait partie. En 2019, on a déjà commencé. Oui, c'est ça, 2019, où je suis arrivée au Roseau et où j'ai fait des cours avec Sonia sur l'ordinateur. Donc, je ne savais pas l'utiliser. Et maintenant, je suis devenue la secrétaire du Roseau, de l'association La Chaîne des Savoirs. Et donc, j'ai tout appris la base sur les mails, comment utiliser la barre des tâches sur l'ordinateur. Et maintenant, je m'en sors très bien. Aujourd'hui, c'est elle qui lit, écrit, envoie les mails au maillon de France. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a envie de montrer que c'est possible, hein, et c'est vrai, comme disait Célia, en parler pour avancer, c'est vraiment on partage cette vision-là. Donc il y a la plateforme qui repère localement. Ensuite, on a la réponse. Et dans cette démarche d'autonomie, ces personnes que l'on accompagne au réapprentissage, on pousse vers l'autonomie. On ne maintient pas dans l'assistanat et voilà, permanent. Donc, c'est aussi comme ça qu'on a intégré la chaîne des savoirs, la chaîne nationale, qui est constituée d'ambassadeurs des personnes concernées qui en parlent à des personnes concernées ou à des repéreurs, à des formateurs. Donc ça, l'idée nous a convaincus. Et c'est lors d'une formation au CRIA que j'ai eu la chance de rencontrer Anne Vinerier, la présidente de l'association nationale. Et en fait, nous, en 2019, ou cette période 2020, oui, c'était grâce à la crise Covid, finalement, qu'on a trouvé une manière de s'adapter. On a voulu en parler autrement.
Et on avait tourné des films avec ma collègue de l'époque sur la plateforme, des personnes au déconfinement, des personnes en situation d'illettrisme, où on a voulu casser les préjugés. On a montré que d'où vient l'illettrisme, comment on vit avec, comment on peut travailler, voilà. Et enlever l'idée que c'est lié à un manque d'intelligence. Voilà. Surtout, c'était ça, l'idée. Et Anne Vinerier nous a dit, vous êtes vraiment dans la démarche ambassadeur, finalement, de la chaîne des savoirs. Donc, c'est là qu'on a pris connaissance de cette action nationale. Et où, c'est quoi, 2019, 2019. on a créé, on a constitué, donc, au Roseau, avec aujourd'hui, quatre personnes. La chaîne de savoir, elle a été fondée en 2000, je cherche, 2009-2020. 2012. Ah, pardon. En 2012 Ouais. par Anne Vinerier. Et donc, la chaîne des savoirs, en Gironde, nous sommes quatre ambassadeurs, une accompagnatrice et Bernard qui nous accompagne aussi, qui fait notre chauffeur. Donc, il y a plusieurs maillons, donc un maillon Belgique et Mayotte, Marseille, Poitiers et Deux-Sèvres. Mais il y en a d'autres, je ne me rappelle pas de tout. Et il y a un futur maillon qui est en train de s'organiser à Agen. Et on fait des interventions auprès des repéreurs. Depuis le mois de juin, on n'arrête pas. Hier, on était en intervention à Langon, et où on parle de notre vécu, tout ça. Et vous êtes allé voir des formateurs aussi, oui, au CRIA, on y est allé plusieurs fois, 3-4 fois déjà. Et demain, enfin vendredi, je retourne vendredi soir aussi pour revoir encore des repéreurs avec eux. Frédéric, qui fait partie de la chaîne des savoirs. Voilà. On a quelques questions dans le chat aussi, des questions très concrètes. Comment, par exemple, se passe un entretien avec un usager et combien de temps cela prend à peu près, un accompagnement? Alors, pour la plateforme, l'entrée par la plateforme, c'est un rendez-vous à peu près d'1 heure, et où on évalue voilà, les difficultés quotidiennes. Et je voudrais dire, elle veut dire pour l'évaluation, c'est ça? Là, je pense que c'était pour l'évaluation. Alors, l'évaluation, moi, je l'ai refaite, c'est fait par ordinateur maintenant. Avant, c'était fait par papier, et maintenant, c'est fait par ordinateur. Et j'ai trouvé ça vraiment bien. Il faut une bonne heure quand même pour le faire. Et c'est donné à tout le monde. Ok. Et deuxième question, travaillez-vous avec des parents qui rencontrent des difficultés à accéder et comprendre les espaces numériques de travail, type Pronote, ou qui ont des difficultés avec les démarches administratives en ligne? Oui, bien sûr. Donc là, dans les ateliers numériques, on rencontre toute forme de demande et on tente d'y répondre, encore une fois. Pronote, alors ça c'est vrai que c'est la grande difficulté. Enfin, les parents ne sont pas encore emparés de ça. Oui, on travaille toutes les thématiques. En fait, on recense les besoins de notre territoire parce que dans l'inclusion numérique, on a mis en place en 2020 aussi, fin 2019 même, des permanences numériques pour l'accès aux droits. Et là, on recense aussi tous les besoins. Bon, aujourd'hui, on vient faire une carte d'identité, mais est-ce qu'il y a d'autres besoins? Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas équipé, vous ne savez pas faire? Donc, on a constitué finalement un observatoire des besoins. Et de ça, on propose ensuite des ateliers thématiques qui répondent assez vite aux besoins. Donc, en effet, on a toutes les parents, les seniors, finalement, toutes les tranches d'âge. Voilà, donc dans le numérique. Et le numérique, parce qu'aujourd'hui, c'est illettrisme, électronisme. Finalement, donc jusqu'à 2019, on s'emparait pas encore, enfin, du numérique pour l'illettrisme, au profil de l'illettrisme.
Et finalement, depuis 2020, on a eu un accélérateur de ça. Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment un accélérateur. Autant pour le repérage, parce qu'on travaille avec les conseillers numériques du territoire, qui sont des repéreurs aussi des situations d'illettrisme. Voilà, il est plus facile aujourd'hui, enfin facile entre guillemets, mais moins difficile de repérer des personnes et grâce aux outils numériques. Parce que c'est plus, je pense, plus facile d'avouer qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas les outils numériques plutôt que à l'âge adulte, plutôt que de dire je ne maîtrise pas la, la, la langue française. Donc voilà, ça fait vraiment un accélérateur pour le repérage et puis aussi pour la réponse, puisque dans les ateliers de lutte contre l'illettrisme ou de remise à niveau, on utilise aussi, on se rend compte que les personnes en situation d'illettrisme, pour autant, utilisent leur smartphone, ont un compte Facebook et puis ont à faire aussi leur démarche administrative. Donc là aussi, on s'en sert de levier. L'inclusion des outils numériques au profit des réapprentissages, ça permet d'avoir une manière plus ludique et aussi accessible enfin, concrète, quoi. Et ce sont des ateliers collectifs, c'est ça? Oui, des ateliers collectifs. Donc, nous, ils sont menés par des bénévoles de l'association, formés par le CRIA, voilà, avec les méthodes. Ok. Donc, vous avez Irène Depasse qui est conseillère numérique dans l'Entre-deux-Mers qui est intéressée pour prendre contact avec vous parce que vous êtes géographiquement proche. Oui, N'hésitez pas à partager vos coordonnées. On a une question pour savoir comment vous travaillez à l'autonomie numérique des personnes illettrées, concrètement. alors concrètement, Catherine est là pour en témoigner. Racontez-nous. Voilà, alors la question c'est, Catherine, c'est OK? Oui. Vas-y. Mais au tout début, avant d'aller sur l'ordinateur, on apprend un petit peu et après on va sur l'ordinateur. Donc on apprend toutes les bases avant. En fait, ensemble, on est parti de le parcours de formation des bons clics qui est initiation, grand débutant, où on apprend d'abord à se repérer sur son bureau, ranger ses fichiers, etc. Et on est allé jusqu'à créer une boîte mail, envoyer des fichiers par mail. Donc, c'est ça, Oui, c'est concrètement. ça, oui. D'abord, Oui. c'est comme ça. C'est comme ça, oui, que ça se passe. D'abord, on apprend quand même à voir comment est l'ordinateur pour quand on ne sait pas le faire. Et après, et après, on s'envoie des mails. C'est ce qu'on a fait au tout début, hein. Et par contre, une personne qui ne sait pas tellement bien lire et écrire, c'est pas évident quand même. C'est pas évident. Oui. Est-ce que du coup, il y a un accompagnement d'abord sur la situation d'illettrisme et ensuite vous abordez l'autonomie numérique dans un second temps ou comment ça se passe Moi, je dirais que c'est ça, oui. Alors oui, Oui. à l'époque. Oui. Aujourd'hui, il y a vraiment un pont entre les deux pour les apprentissages. C'est-à-dire que dans les ateliers lecture-écriture, comme ça, on ne le fait pas forcément ou plus systématiquement sur papier, avec papier-crayon, mais du concret, on s'envoie des SMS, voilà, on écrit des choses en numérique, donc ce qui permet aussi de pratiquer comme ça. Et dans les ateliers numériques, là, nous, en interne, on sait quel public on accompagne, donc on connaît la posture ou la sensibilité à aborder avec la personne. Mais les personnes sont en situation d'illettrisme, sont dans un atelier thématique aujourd'hui sur, par exemple, comment reconnaître un site sécurisé, sont dans un atelier collectif avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément en situation d'illettrisme.
mais nos formateurs sont sensibilisés et formés aux deux aspects. Donc, à la posture un peu particulière à aborder, mais ça fonctionne plutôt bien. Puisque là, en fait, vraiment, ça me tenait à cœur que Catherine soit présente aujourd'hui pour témoigner de illettrisme, électronisme, parce que si on regarde dans le temps, c'est allé très vite, de 2020, alors 2020, on ne compte pas en entier, mais 21 à, voilà, en 2 ans, l'envol carrément qu'elle a fait, où aujourd'hui, voilà, elle est quand même derrière son ordinateur au quotidien pour surveiller la boîte mail du maillon, et elle écrit, elle lit. Enfin voilà, on veut montrer que c'est faisable, quoi. Hein, que c'est possible de le faire. Oui, c'est possible. Et c'est ce que témoignent en fait les maillons au quotidien. On a été invité à une réunion du service public pour l'emploi. Enfin voilà, aujourd'hui on fait beaucoup de choses pour être visible. Donc là aujourd'hui, merci aussi de nous inviter, parce que c'est encore une manière de faire parler, et c'est vraiment dans cette dynamique nationale, hein, comme le disait Célia Coquille, le téléchat. Et voilà, donc là, sur les JNAI aussi, là le maillon a participé vraiment aussi enfin, c'est beaucoup plus concret qu'avant pour nous, parce que on était des professionnels qui parlaient à des professionnels. Aujourd'hui, c'est des gens concernés qui parlent, et puis il y a une mise en lumière, et on veut vraiment montrer les réussites, quoi, pour que ce sujet ne soit plus un fléau ou une fatalité ou quelque chose où voilà. Donc, pour finir ça, là, les JNAI cette année, c'était une belle action dans le en parler pour avancer. C'était vraiment ça. On avait vraiment envie de mettre le spot, la lumière sur eux. Et par exemple, on a fait une bibliothèque vivante. Ils étaient samedi dernier livres vivants dans une bibliothèque, où les gens pouvaient donc, en plus, le côté bibliothèque, on voulait montrer que c'était une belle revanche. Et avec le Maillon Belgique, on a accueilli le Maillon Belgique, qui a monté une pièce de théâtre, des personnes en situation d'illettrisme qui ont monté une pièce de théâtre, et ils sont sur Bordeaux cette semaine, je crois, où ils l'ont été, puisqu'on est déjà à fin de semaine. Et ils ont écrit une très belle pièce pour témoigner de tout ce qu'ils vivent, et où ils montrent qu'ils sont passés de l'ombre à la lumière aujourd'hui. Ils sont sur scène. Voilà. Et là, samedi, on était dans une bibliothèque. Enfin, il y a une dynamique avec cette chaîne des savoirs, avec aujourd'hui, on sent on est plus enfermés, nous, sur notre. Avant, on avait la sensation sur le bassin d'Arcachon et Val-de-l'Air, on était un peu, voilà, il y avait que nous, entre nous, on parlait de ça, mais c'était difficile. Et aujourd'hui, voilà, merci encore, parce que on voit, on a vu juste avant qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font en Nouvelle-Aquitaine, et ça, c'est bien, et qu'on soit en réseau. Moi, je voudrais juste te dire, pardon, excusez-moi, je voudrais juste te dire quelque chose. J'ai pris d'Éric, qui fait partie de la chaîne des savoirs, qui est titulaire. Lui, il est arrivé au Roseau il y a 2 ans de ça. Il ne savait ni lire ni écrire. Il faut voir le bond qu'il a fait. Maintenant, il sait écrire, il sait lire, et il s'en sort très bien. Et il veut écrire un livre. Oui, il veut écrire un livre. Ils sont deux à vouloir écrire. Voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on avait une dernière question, mais qui est très technique. Je pense pas que ce soit votre cas. Comment repérer s'il y a d'autres difficultés que l'illettrisme, par exemple, l'illettrisme associé à un handicap cognitif? Si la personne ne progresse pas dans son apprentissage via une remise à niveau, que proposer? Bon, alors, j'ai pas forcément la réponse à que proposer, mais par contre, on a vécu forcément la situation. Souvent, des personnes orientées par les ESAT, enfin, les handicaps cognitifs, voilà. On a tenté localement, honnêtement, quand même, de faire des choses, mais c'est vrai que ça,
on ne poursuit pas parce qu'on maintient la personne, on fait croire que on n'a pas l'expertise pour. Et localement, en tout cas, on n'a pas trouvé non plus de réponse. Voilà. Donc, que faire? Je ne sais pas. Oui, Célia. Pareil, je ne vais pas avoir de réponse immédiate, mais simplement pour dire que comme c'est une sollicitation qui revient quand même, on a eu plusieurs demandes, notamment de formateurs, voilà, dans les ESAT, etc., qui se demandent comment faire. Voilà, simplement, il n'y a pas de solution aujourd'hui, hein, mais voilà, pour rassurer sur le fait que c'est une problématique qu'on a en tête et sur laquelle on veut travailler, notamment avec le Centre ressources illettrisme. Voilà, voir comment on peut, quel pont on peut faire, quelles solutions on peut adapter et quels acteurs peut-être du monde du handicap on peut aussi former. Voilà, les solutions, elles n'existent pas forcément aujourd'hui pour cette conjonction de problématiques particulières, mais on espère que on va arriver à en penser dans l'avenir. Voilà. Merci Célia. Alors, on a une dernière question de Irène de Paz. N'hésitez pas à prendre la parole. Juste pour préciser, donc du coup, je suis la conseillère numérique de la CDC dans l'Entre-deux-Mers. Pour Sonia et Catherine, j'ai envoyé un message privé avec mes coordonnées sur ce chat. Voilà, au cas où elles ne l'auraient pas vu. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. Bon, alors, quels sont les acteurs qui interviennent au sein des structures d'insertion par l'activité économique? Y a-t-il des dispositifs et outils particuliers? Célia, peut-être que tu as plus de réponses. Alors là, on est en train justement, pareil, de commencer aussi un partenariat avec INAE. Donc, on va faire un webinaire le 20 octobre proposé par INAE pour justement sensibiliser les structures de l'insertion par l'activité économique. Certaines d'entre elles ont déjà pu développer des projets, soit avec le Centre ressources illettrisme, soit avec les plateformes de leur territoire. Donc, on va essayer de recenser, notamment à cette occasion du webinaire, donc les initiatives qui ont déjà pu exister pour les faire connaître. Et la nouveauté, c'est effectivement que dans le dernier pic IAE, voilà, pour rentrer un peu dans la technique, mais l'illettrisme a été clairement posé comme une des priorités de formation des publics prioritaires au sein des SIAE. Donc, il y a aussi, du coup, une action qui s'organise côté État et région pour faire connaître les dispositifs qui sont proposés, parce que je le disais tout à l'heure, on a un dispositif régional qui est notamment accessible aux salariés des SIAE déjà. Donc, notre enjeu aujourd'hui, il est surtout en fait de faire savoir ça et de sensibiliser les accompagnants des SIAE pour que on arrive à repérer et à faire progresser les salariés qui sont concernés. Et je termine quand même en disant notamment que hier, on a eu le témoignage, donc on peut aussi, nous, via la NLCI, faire le relais avec ce qui se passe aussi dans d'autres régions, ou peut-être voilà, le lien avec les fédérations de l'IAE, par exemple, était déjà plus avancé. On a notamment hier une SIAE des Pays de la Loire qui est venue témoigner dans une journée qu'on faisait pour les entreprises du parcours de formation spécifique qu'elle avait mis en place pour les salariés en situation d'illettrisme. Donc, on a aussi des exemples concrets dans d'autres régions qu'on peut mettre à disposition, des liens qu'on peut faire entre les acteurs aussi si certains d'entre vous veulent en savoir plus. Mais en tout cas, voilà, il y a un webinaire qui se passera le 20 octobre qui est proposé par INAE pour pouvoir en discuter plus largement. Merci Célia. Ça me fait la transition parfaite pour la suite et pour clôturer du coup ce webinaire, puisqu'on a une nouvelle date. Et Maëlle, je vais te laisser en parler. Je vais partager mon écran, comme ça vous verrez les prochaines dates. Mais on a justement un webinaire illettrisme, électronisme, un café visio le 21 septembre. Je ne sais pas si tu veux en parler plus amplement, Maëlle.
Oui, alors du coup, on a un café visio le jeudi 21 septembre sur l'illettrisme et l'électronisme. Alors du coup, c'est plus à destination des conseillers et conseillères numériques et médiateurs, médiatrices numériques. Donc vraiment les professionnels qui sont avec le public sur le terrain. Donc on aura l'intervention de l'Atelier Graphite de Bordeaux, qui est une structure d'écrivains et d'écrivaines publiques, mais qui accompagne aussi sur ce qui est formation des professionnels aux situations d'illettrisme et d'illectronisme. Donc, il y aura un point de vue un peu expert sur cette thématique. Et on aura aussi le retour d'expérience d'une conseillère numérique qui travaille à l'UDAF et qui, justement, me fait penser à la question qu'il y a eu tout à l'heure, qui travaille en fait avec des publics qui ont plusieurs en fait, difficultés qui sont en situation d'illettrisme, mais aussi en situation de handicap, ou ce sont aussi des majeurs protégés, donc qui sont sous tutelle et curatelle, donc avec beaucoup d'autres problématiques qui peuvent s'entremêler et du coup qui mènent des ateliers avec ce public-là. Et il y aura peut-être plus aussi de réponses sur la manière dont elle accompagne justement des publics avec des problématiques multiples. Donc voilà, donc n'hésitez pas, on vous enverra de toute façon un mail récap avec le lien d'inscription si vous le souhaitez. Et voilà, je ne sais pas si tu veux faire la transition, Laurine, pour le Oui, bah, c'est webinaire. notre prochaine date en décembre, un webinaire sur comment co-construire une feuille de route territoriale d'inclusion numérique. Donc ça, c'est tout un autre sujet, mais qui doit parler à certains d'entre vous parmi nous. Voilà. Bah, en tout cas, je tiens à remercier tous nos intervenants du jour et pour votre disponibilité et puis la clarté des échanges qu'on a pu avoir. On espère sincèrement que ça a pu tous vous aider à y voir plus clair sur les passerelles entre illettrisme et électronisme, mais aussi sur tous les dispositifs qui existent, les ressources qui existent, et du coup les partenaires que vous pouvez mobiliser pour vous aider au niveau local, quoi. Donc merci à toutes les trois. Maëlle, je te laisse le mot de la fin. Vraiment, merci. Vous avez été 55 à son prime. Du coup, merci beaucoup pour votre présence et pour votre participation dans le chat et de vous être répondu entre vous. Enfin, c'était vraiment très agréable. Et merci aux trois intervenantes d'être venues. C'était vraiment top de pouvoir avoir vos témoignages. Donc, merci beaucoup et bonne fin de journée et à bientôt. Merci à toi.